All right. Julien Brouve, bienvenue. Ben, merci. Oui, ça va être notre deuxième épisode de Startup Talks. Donc, je suis vraiment content de t'avoir sur le show. Ben, Toi, merci d'avoir pensé à moi parmi les premiers. Non, absolument. Je trouve que tu es une figure quand même intéressante, surtout dans le monde des startups québécoises. Et je pense que ton aura prend un peu plus d'ampleur avec ton apparence sur Dragon's Den plus récemment. Je pense qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont entendu parler de Hard Bacon. D'ailleurs, je vais, tu sais, peut-être avant d'aller trop en détail, je vais te donner la chance de parler un peu de ton parcours, puis par la suite, ben, on peut aborder plusieurs sujets intéressants, mais qu'est-ce qui t'a apporté à ce moment présent ici? Ici, sur ton podcast? Je veux dire, comme ton parcours qui t'a apporté ici, où tu es dans la vie en ce moment. C'est une bonne question. Je te dirais, je pense que tout le monde, c'est rare les gens qui ont comme un plan hyper bien défini, mais il y a des gens comme ça là, qui vont chercher exactement les bons diplômes, puis exactement le poste, puis ils avaient tout prévu ça. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Par contre, j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux. Mais honnêtement, je n'ai pas un parcours traditionnel ou un parcours, l'inverse d'un parcours parfait. Je te dirais que quand j'étais adolescent, la première idée que j'avais eue, c'est, je me suis dit, puis on est vraiment innocent là, quand on est adolescent, je me dis, j'aime écrire, c'est assez facile. Je vais être auteur de best-seller. C'est le truc d'un adolescent vraiment pas conscient de la Comme réalité. Là. être astronaute, je vais être un milliardaire, tu sais, des Mais choses comme ça. j'avais compris qu'être astronaute, c'est pas vraiment possible, mais OK. auteur de best-seller, c'était comme je suis sûrement capable. Je savais que c'était pas tout le monde qui faisait ça dans la vie, là, mais je pense que tu as plus d'ego puis de la naïveté aussi à cet âge-là. Éventuellement, je me suis rendu compte que la difficulté du projet, puis j'écrivais, mais je me suis rendu compte que ce que j'écrivais n'était pas si bon que ça. Et j'ai eu comme une réalisation à un moment donné en me disant, si je veux je suis un gars ambitieux, puis j'ai toujours été ambitieux, même quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, si je veux réussir dans cette société-là, il faut que je comprenne l'économie. Puis comment fonctionne le système économique. Parce que je te dirais que à cet âge-là, j'étais plus intéressé par la mécanique politique. Puis quand tu étudies l'histoire, souvent, comme ça fait beaucoup ça crée beaucoup d'écrits, justement, la politique, on analyse les sociétés beaucoup par langue politique. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la politique n'était pas si influente que ça sur le monde dans lequel on vit. Donc, c'est influent, c'est important, mais que surtout dans la société moderne dans laquelle on vit, c'était vraiment l'économie qui détermine qui a du succès, puis quelle chose on valorise dans la société. Oui, c'est sûr. C'est sûr que l'économie et la politique sont intégrés à un certain point. Un influence l'autre, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que, surtout avec la politique qu'on a de nos jours dans nos démocraties, je pense que le, le thinking est très court terme. Donc, peut-être que ça devient un peu moins conséquent dans les décisions qu'on prend en tant que société par nos politiciens. C'est peut-être plus les trends macroéconomiques qui ont un effet sur la vie de tous les Moi, je pense jours qu'on des gens. sous-estime énormément l'impact de l'économie sur l'histoire, puis souvent la politique est comme un symptôme de quelque chose qui se passe dans l'économie, mais ça, c'est un autre débat. Pour répondre à ta question, j'ai eu cette réalisation-là, puis là, je me suis dit, il faut que je comprenne ça. Fait que je me suis mis à lire beaucoup sur l'économie, puis, de fil en aiguille, je commençais à faire du journalisme à la pige. Puis, comme j'avais cet intérêt-là pour l'économie puis pour les chiffres, je me démarquais beaucoup parce que la réalité du monde qui se retrouve à étudier en journalisme, c'est qu'ils n'aimaient pas les maths. Ils se sont dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis justement, c'était du monde, un peu comme moi au début, qui s'intéressait plus à la politique, à la culture.
puis qui disait, ah, les maths, moi, c'est quelque chose, puis toute l'économie, ça, c'est sale. Puis moi, j'avais le même intérêt, tu sais, si je me remets, parce que là, je me suis un peu spécialisé, puis tu sais, je dirais, je lis moins sur la politique que je lisais quand j'étais plus jeune, mais pour moi, c'était aussi, sinon plus intéressant, l'économie puis les chiffres. Puis là, je me suis comme trouvé une niche où, tu sais, j'avais peut-être pas de diplôme, mais il y a des journalistes qui savent compter puis qui savent parler d'économie. Il y en a très, très peu. Fait que c'est un peu comme par hasard. Moi, tu sais, au début de ma carrière comme journaliste, j'écrivais beaucoup sur la culture, en fait, qui était un truc qui m'intéressait. Mais là, je me suis rendu compte que je pouvais gagner plus d'argent. Puis c'était plus facile de décrocher des contrats. Je parlais d'un autre sujet qui était aussi intéressant, sinon plus. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé en journalisme économique. Puis, J'aime j'aime comment tu as expliqué que tu as trouvé une niche en particulier à cause. euh, c'est un peu le parcours de plusieurs startups à succès. Ils ont réussi à trouver une niche où que peut-être que leur skill set sur une base égale était comme pas mal non différencié, mais à cause tu étais prêt à faire quelque chose dans un domaine que les autres journalistes peut-être avaient moins d'intérêt dedans, tu as trouvé une bonne place, puis je pense que tu as bâti une bonne réputation là-dedans. faut toujours avoir un avantage, peu importe dans qu'est-ce qu'on fait. Puis, je pense pas que c'est la seule chose de dire, hey, j'ai une niche. Mais c'est sûr, c'est plus facile d'être le meilleur quand il y a moins de compétition. Ça, c'est un principe Voilà. assez universel. Puis, ultimement, il y a une demande, mais les gens n'ont pas envie de faire ça. Donc, c'est ce qui m'a amené au journalisme économique. Puis, je dirais l'autre chose aussi que j'ai toujours considéré comme une vérité, c'était que si tu comprends qu'est-ce qui se passe, tu as bien plus de chances de pouvoir influencer les choses. Et le journalisme, en fait, est dans le business de trouver de l'information, puis de la rendre compréhensible, puis de la réaliser dans le grand public. Fait que c'est très valorisant, surtout quand tu considères que tu rends les gens qui te lisent, tu leur donnes des outils pour réussir. Fait que je dirais que, et ultimement, ça m'a mené de fil en aiguille, puis là, je prends des raccourcis, là, mais c'est le même type d'idée qui m'a amené à fonder Arbekin, où c'était, je te dirais, la première idée, puis je ne suis pas là pour pitcher Arbekin. Si tu as des questions sur c'est quoi, je te le pitcherai, mais Ben oui, ben oui. essentiellement, la première idée derrière Arbekin, c'était quand on investit en bourse, il y a des gens qui sont des institutions qui ont accès à plein de données puis plein d'informations, puis monsieur, madame, tout le monde est un peu laissé pour compte. Et je cherchais justement à donner des outils en termes d'information financière puis d'interprétation de ces données-là aux gens. Aujourd'hui, Arbekin est un peu différent, même si on fait toujours ça. Mais je t'ai donné la réponse. Tu m'as demandé qu'est-ce qui t'a amené ici, puis je ne Ouais, pouvais pas ouais. passer 2 jours à te raconter toute ma vie. Non, Fait que c'est c'est ma parfait comme réponse. réponse. J'aime toujours entendre les histoires de parcours à cause. Ce que tu réalises, il y a toujours des similarités dans les parcours des entrepreneurs qui leur a apporté à fonder une startup, mais il y a aussi des éléments complètement uniques. Puis j'aime particulièrement le fait que tu as un background en journalisme. C'est pas typique, je pense, Non. d'un fondateur de startup. Pour la simple raison, je pense que tu as touché sur ça, mais on dirait que les deux mondes ne sont pas compatibles. Puis je ne Ben, sais pas si. il y a un autre Julien à Montréal. Julien Smith de Breeder. OK. Ah oui, oui, oui. C'est un journaliste, puis Breeder, ils ont levé. Là, ça va mal, là, puis ils ont annoncé la mise en faillite de leur filiale en Angleterre puis aux États-Unis, mais c'est un système de location d'espace, Ouais, puis il avait levé plus que 100 millions, puis lui aussi avait un. Moi, je pense que le journalisme te donne plein de cordes qui sont utiles en entrepreneuriat. tout à Euh, fait. Puis moi, je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus de journalistes qui se lancent en affaires, mais par contre, pour avoir été dans ce milieu-là, puis avoir été au congrès de la FPJQ, là, des journalistes au Québec, puis d'avoir plein de monde que je connais dans ce milieu-là, c'est du Mhm, monde qui croit beaucoup dans ce qu'ils font, mhm. de la mission du journaliste d'informer les gens, Oui. puis qui ont l'esprit d'initiative dans leur travail, mais j'ai l'impression que dans leur vie personnelle, ils aiment l'idée d'avoir un salaire, puis justement, d'être payé pour accomplir la cause versus de penser à financer. Fait que c'est des Ouais. gens qui sont très mission-driven et peut-être pour cette raison-là,
sont pas portés à lancer des entreprises autant que je pense qu'ils devraient parce qu'il y a un paquet de skills en journalisme comme se faire dire non, on veut pas te parler, puis insister, puis insister, puis insister. Ça, Ouais. j'ai appris ça en journalisme. Sans doute, puis on ne va pas se le cacher, se lancer en affaires, dans tous les cas, ça demande que tu prends énormément de risques. Tu es Ouais. vraiment dans du uncharted territory. Puis je pense que la plupart des gens, c'est un turn-off. Une fois qu'ils réalisent à quel point c'est difficile de lancer une entreprise, puis toi, tu le sais, là, ça fait 2 ans Ouais. que tu es à la tête de Hard Bacon, puis tu pensais que ça allait être difficile, c'est encore plus difficile Ouais. que ça, fois 10. Exactement. C'est quasiment la rubrique par laquelle on peut regarder ça. Um, Mais tous les mais entrepreneurs sont un peu naïfs, hein, by the way. Les, les, 100%. les gens qui ont été consultants, puis qui ont un MBA, puis qui connaissent mieux. Puis moi, j'étais journaliste, pourtant, j'ai parlé à plein d'entrepreneurs, j'avais comme l'impression de savoir c'est quoi. Mais je dirais que plus les gens comprennent vraiment bien la réalité de lancer une entreprise, mais souvent, ils ne se lancent pas en affaires. D'ailleurs, il y a un domaine d'études qui est comme l'étude en entrepreneuriat. Souvent, ça tombe sous le giron de la gestion. Mais le monde qui ont des doctorats en gestion, qui ont étudié les entrepreneurs, il y en a combien qui ont des entreprises? Parce qu'ils Tout à connaissent les fait. taux d'échec. Ils ont vraiment étudié ça de long en large, puis se sont rendus compte que sur le plan, c'est pas extrêmement rationnel de se lancer en affaires. Ça Globalement, demande énormément de sacrifices. Puis c'est sûr que si tu es dans un mais mode de calculer les globalement, risques, si tu regardes le taux d'échec, si tu approches ça comme une pure décision d'investissement, tu dis tu as les risques d'un côté, tu as le potentiel. Effectivement, il y a des gens qui sont devenus milliardaires en lançant des entreprises, mais il y a des gens qui sont devenus peut-être pas milliardaires, mais multimillionnaires en chantant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui diraient que c'est rationnel de faire plein de sacrifices pour devenir chanteur ou chanteuse. C'est pas une décision qui est fondamentalement rationnelle. Je suis pas en train de dire que qu'il y a autant de hasard dans l'entrepreneuriat que dans le show business, mais il y en a beaucoup. Donc, euh, sans doute, sans doute. Mais pour cette raison, à cause les barrières à l'entrée sont tellement élevées, puis ça va poser un genre de deterrent pour la plupart des gens de même se lancer. Les gens qui décident de prendre le leap, puis d'être persistants, puis de continuer pendant des années et des années, drôlement, eux autres, ils ont la meilleure chance de devenir un succès en affaires. À cause là, il y a d'autres facteurs qui viennent en compte. Oui, il y a des risques, puis tu peux tous les calculer, comme tu peux essayer de les calculer avant, puis ça va être énorme. Mais il y a aussi des facteurs comme les network effects, des scale economies, des positive feedback loops qui vont en fait enlever beaucoup de risques aussi si essaies de les mettre en place. Donc, c'est un peu mon expérience en affaires, puis avec les entrepreneurs avec qui je fais affaire. Ceux qui sont rendus suffisamment loin pour qu'il y ait des millions de dollars en revenus, c'est des gens qui travaillent depuis au moins 5 ans sur un projet. Ils ont mis toute leur énergie et leur focus à une place. Ils sont devenus des experts dans leur domaine. Ils ont bâti un réseau. Puis, ils ont un bon brand. Ils ont des effets de réseau qui commencent à embarquer. Ils ont des bons processus. Mais ceux qui n'ont pas pris ces. je suis pas en train de dire que ceux qui ont du succès en affaires, ils ont eu de la chance. C'est pas mon point. Ça prend, c'est ça, une détermination de faire. Tout ce que tu as dit est vrai, mais le point, c'est que si tu regardes ça d'une manière empirique sur le taux de survie des entreprises, etc., il y a quand même un risque qui est élevé, puis il y a du monde qui ont fait les bonnes choses, qui ont travaillé fort, puis qui vont échouer. Puis c'est la triste réalité. Puis si tu regardes, je pense que j'avais lu une statistique que les entreprises de S&P 500, une majorité avaient été fondées par des gens qui n'étaient pas nés aux États-Unis. Donc là c'est bon, il y a des entreprises qui sont plus vieilles, mais l'idée, c'est que les entrepreneurs qui, justement, persistent, parce que c'est toute la notion de persistance, souvent, les entreprises ne font pas faillite. Forcément, c'est souvent l'entrepreneur est épuisé, Ouais, puis à un moment donné, il se dit, il OK, met son énergie ailleurs. c'est ça, mais ultimement, abandonne. Il y a des gens aussi qui font faillite carrément et qui ne peuvent pas continuer. Mais je te dirais qu'il y a deux catégories. Tu as les fous, puis tu as le monde à qui la société ferme les portes. La société ferme des portes justement aux gens qui sont immigrants, qui sont des minorités. Potentiellement, moi, je probablement un équilibre des deux entre un fou
puis un gars, tu sais, comme ayant pas de diplôme universitaire, j'ai jamais été limité parce que je suis un gars fondamentalement entrepreneur. Fait que, tu sais, même quand je me cherche un job, la game d'appliquer sur des sites d'emploi, j'ai jamais compris pourquoi le monde faisait ça. Tu sais, mon but, c'est j'aime autant créer mon propre poste. Tu sais, je vais aller pitcher un CEO pour qu'il m'engage pour faire un X ou Y. Mais effectivement, j'ai moins de portes ouvertes que quelqu'un d'autre. Moi, je dirais que c'est un mélange des deux. Je pense pas que j'aurais du mal à me trouver une job, mais forcément, je ne serais pas rendu où je suis là si j'avais pas eu au moins des gestes entrepreneuriaux à défaut de lancer une entreprise personnellement. Ben, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut tout d'abord comprendre comment fonctionne le monde, comment que l'univers fonctionne. Tu sais, c'est lois naturelles, les règlements du marché, par exemple, la psychologie humaine. Je vais donner un exemple, parce que là, c'était juste du pas concret, puis je déteste ça quand je lis un livre, puis il dit des principes. En journaliste, quand j'avais fondé un blog qui parlait de l'industrie des médias. J'étais un kid de 18 ans, genre, qui a son blog, puis qui explique comment les business de médias font de l'argent. Ultimement, j'ai jamais fait une scène avec ce blog-là, mais le monde dans le journalisme, en fait, tout le monde s'en foutait, sauf les journalistes, les rédacteurs en chef, les éditeurs, right? Fait que puis, tu sais, même des fois, des années plus tard, tu es comme, ah, je me souviens, tu avais un blog sur, tu sais, j'avais pas des gros page views, mais le monde dans l'industrie où je voulais me placer le lisait. Fait que c'est sûr que, tu vois, c'est un exemple concret d'avoir un geste entrepreneurial, de dire, OK, tu sais, j'ai pas gradué d'une école de journalisme, j'ai pas le profil, mais, tu sais, parfait, mais, tu sais, le monde s'en fout à la fin de la journée. Le gars, moi, il avait lu mon blog, puis il était comme, ce dude-là, il connaît comment les médias fonctionnent, versus la personne, elle envoie un CV. Le monde n'a même pas le temps de lire les CV. C'est juste un exemple de quand tu n'as pas un parcours traditionnel, ça te force dans un sens à être plus entrepreneurial. Je pense que j'avais lu ou vu sur une vidéo que les compagnies comme Tesla puis SpaceX, donc sur Elon Musk en particulier, eux autres, ils cherchent à engager des gens qui ont pas nécessairement les meilleures accréditations comme officielles, comme des certificats, des diplômes, tout ça, mais plutôt ils ont entrepris des projets, puis peut-être à succès, peut-être pas, mais ça démontre qu'ils essaient de bâtir de quoi, puis ils essaient de résoudre des problèmes, puis sont avant-gardistes dans un certain sens. Puis je pense qu'on voit ça dans pas mal tous les entrepreneurs. Tu sais, c'est les sortes de gens qui sont prêts à prendre des risques, mais surtout, ils vont être persistants à essayer de résoudre des problèmes, puis pas suivre le chemin comme standard que tout le monde va suivre, comme appliquer sur des job postings comme tout le monde. Puis comme tu as dit tout à l'heure, ben, quel type d'employé tu as besoin? Si tu as besoin, c'est une belle recette, puis tu appliques la recette, puis ça marche. Ben, tu sais, c'est poche. Si tu engages un entrepreneur dans ce poste-là, il va dire, ah ouais, mais t'as-tu essayé ça? Puis, tu sais, toi, tu as tout essayé, puis ça marche pas. Puis lui, il est frustré. Il dit, comme tu l'as, un entrepreneur a tout le temps un esprit contraire. Il va dire, ouais, mais tu as dû mal faire. Comme, il va trouver toutes les raisons. Il va être tellement malheureux, tu sais, de juste appliquer une belle recette qui marche. Puis ça existe dans plus une entreprise évolue. À un moment donné, tu as tout essayé. Puis voici la méthode. Mettons que tu engages un vendeur. C'est très simple. Tu as un sales technique qui est prouvé. Tu as juste besoin de quelqu'un qui prend le manuel et qui l'applique. Ben, tu n'engages pas un entrepreneur. Quand tu es une start-up, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup moins de choses que tu as eu le temps de peaufiner et de dire c'est exactement ça le moyen de faire tes tâches. Puis il y a beaucoup plus de choses à bâtir. Puis si tu as du monde justement qui sont bons pour appliquer un manuel, ben là, ils vont tout le temps être en train de dire Julien, est-ce que je peux essayer ça ou ça marche pas? Puis je suis pas content. Puis moi, c'est comme, ben, j'ai besoin d'employés entrepreneuriales qui vont, je veux dire, voici l'objectif, puis je m'en fous que, essaye des affaires, ça marche pas. Au pire, on s'excusera, mais on a besoin de monde qui prennent l'initiative, puis qui c'est essaye des choses. intéressant. J'ai besoin, moi, d'engager des entrepreneurs. Je veux faire un lien avec la psychologie, un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai vu qu'il y a une théorie il y a vraiment deux stratégies que les humains s'adhèrent à pour être efficaces dans le monde. Puis il y a une stratégie qui est plus, je ne sais pas si tu es familier avec le Big Five. Big Five, c'est comme les... Dans mon industrie, c'est les 5 plus grandes banques canadiennes, mais je pense pas que tu Non, réfères c'est pas à BMO, RBC puis CIBC. c'est pas le Big Five que je fais référence. Moi, je parle de traits de personnalité. So, extraversion, consciencieux, neuroticisme, agréabilité,
Et finalement, C'est quoi ça me dit quelque chose. C'est quoi le nom de cette méthodologie-là? Là? C'est les tests de personnalité. c'est le Big Five. So, c'est le test le plus scientifique. Puis le OK. cinquième, c'est ouverture à l'expérience. OK? So, OK. c'est vraiment comme des dimensions qu'on peut mesurer dans tous les gens. Oh, j'ai un chat avec moi. Ouais. Ah, c'est rendu commun dans les Zooms, là. On en voit plein. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. So, le lien que je voulais faire, c'est Ouais. il y a, il y a certaines, il y a certaines structures de ces traits de personnalité-là qui font que soit tu es très extroverti, très ouvert à l'expérience, puis ça prend quelqu'un de très flexible, tu peux t'adapter rapidement, t'apportes des solutions, puis etc. Puis l'autre stratégie, c'est plus de stabiliser. C'est comme, tu es très consciencieux, tu es aversif un peu au risque, puis tu veux te mettre dans un système qui existe déjà, mais tu vas le gérer très, très bien. Tu vas suivre les procédures, tout ça. Puis, on dirait que la façon que tu décris ton parcours, puis l'entrepreneuriat en général, c'est plus l'option A, c'est la plasticité, Ouais. flexibilité, adaptation, alors que les gens qui vont appliquer à des jobs, puis suivre la ligne traditionnelle, aller à l'école, avoir tous les degrés, tout ça, sont plus les stabilisateurs. Tu as besoin de ça dans une entreprise aussi. Ça, ce que je dis, j'ai besoin d'entrepreneurs. J'ai besoin aussi de monde dans certains postes qui vont juste s'assurer que tout est stable, puis tout fonctionne. Puis selon moi, puis je dirais pas que c'est une tragédie, mais ce qui arrive dans une entreprise à mesure qu'elle grossit, c'est que tu as besoin de plus de gens qui sont process-oriented. C'est difficile à 10 000 employés. C'est clair que tu peux pas avoir C'est ah, ça. OK, ben, tu peux prendre des vacances, mets-les dans la feuille à la dernière minute, puis tu as besoin des process. Je dis pas que tu peux pas donner des libertés. Il y a des grosses entreprises qui ont des belles politiques de. Mais par définition, ils ont une politique, ils ont un système pour gérer la flexibilité versus dans une startup à 5 personnes, tu as besoin de beaucoup moins de systèmes. Puis pour gérer des systèmes, ben, c'est rare que les entrepreneurs qui disent comme on va juste observer ce qui a été fait, on va pas innover, puis on va juste mettre un système plus cadré sur ça, puis après ça, pas le changer. Comme, Tout à fait d'accord. puis tu le vois, il y a plein d'entrepreneurs d'ailleurs qui, à un certain niveau, ils vont mettre un CEO parce que là, ils n'ont plus de fun, parce que là, l'idée, c'est qu'il y a plein de recettes à succès qui ont été trouvées, puis il faut multiplier par 10. Alors oui, puis tu sais, j'avais vu je pense que c'était Jordan Peterson, il parlait de comment une entreprise a besoin des deux types de profils, mais à différents temps dans leur life cycle. Donc, au début, tu veux beaucoup de type entrepreneur plastique. Plus tard, dans leur évolution, quand ils sont en train de vraiment créer comme une structure stable, obviously, tu as besoin des stabilisateurs. Mais ce qui arrive, c'est si l'entreprise arrête d'innover, puis arrête d'accepter les gens qui vont un peu être contrariens, puis comme essayer de changer les choses, innover, c'est là où l'entreprise peut être dans le trouble. L'entreprise ou l'organisation, à cause, comme c'est, le monde est tout le temps en train d'évoluer, il y a des startups qui émergent, qui essaient de répondre à des besoins dans le marché, puis si toi, tu ne desserres pas assez bien ton industrie, tes clients, ben, quelqu'un d'autre, avec une meilleure idée, un meilleur modèle, va venir prendre tout ce que tu as. Puis c'est un peu ce que tu essaies de faire avec Hard Bacon, j'imagine. Qu'est-ce que tu veux dire de. Ben, oui, on veut prendre l'expansion. Nous autres, je te dirais, nos concurrents présentement, c'est plus les Rate Hub et les Kinetics de ce monde qui font du lead generation pour les institutions financières, mais qui n'utilisent pas de technologie. Donc, nous, on le fait de manière beaucoup plus efficace. Scalable. Présentement, ils ont plus de scale que nous, mais nous autres, pour chaque client, et eux autres, c'est juste des sites web qui n'enregistrent pas d'informations et qui n'aident pas les gens à prendre des décisions. Nous autres, un pourcentage des gens qui viennent à nous, ils s'inscrivent, ils connectent des comptes de banque, puis là, on les connaît, puis on est capable de mieux les aider justement avec leurs finances versus c'est juste un site web. La personne, elle vient trouver l'information qu'elle cherchait, puis elle s'en va. C'est ça. Donc, effectivement, oui, puis ultimement, c'est pas juste non plus de voler des parts de marché, c'est aussi d'augmenter les parts de marché de ton modèle. Ça veut dire que nous autres, si on parle du référencement client en particulier, je te donne juste un exemple sur les cartes de crédit. Il y a à peu près 25 millions de nouvelles cartes de crédit qui sont émises chaque année au Canada. Fait que c'est clair que c'est pas sur ces 25 millions-là, le plus gros marché, c'est les banques
qui vendent directement les cartes de crédit. Ce n'est pas du référencement client en majorité. Fait qu'il y a une partie aussi de faire grandir le marché. Moi, je pense pas que je pense que les Canadiens ont trop de cartes de crédit. C'est peut-être un mauvais exemple. Notre but, c'est pas d'augmenter, mais tu sais, mettons, dans le domaine d'investissement, Pierre Beacon a été fondé au départ où on visait vraiment les investisseurs, mais s'il y a plus de gens qui ouvrent des comptes d'investissement au Canada grâce à nous, ben, c'est positif. Donc, on n'a pas besoin de voler forcément les parts de marché. On peut aussi faire grandir un marché. Tout à fait. Oui, tout à fait, c'est intéressant. Tu sais, un peu off-topic, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Bill Ackman, il gère un hedge fund aux US, puis il a sorti une idée quand même intéressante que je voulais faire un peu plus de recherche, mais je veux ton avis. Il dit, si on donnait 6 700 $ à naissance, comme à chaque personne qui naît, l'effet d'intérêt composé sur leur lifetime va faire que tout le monde peut devenir millionnaire dans ce cas-là. C'est-à-dire, tu leur donnes 6 000, tu le mets dans un compte, là, tu le diversifies, whatever. Puis, tu sais, à 65, ils vont avoir comme 1,4 million dans le compte de banque. Puis, il dit que ça devrait être un programme gouvernemental que le gouvernement met pour Julien, comme Julien, il est né, bon, à Montréal, tiens, 6 700 $, puis on laisse croître. Tu ne peux pas le toucher avant ta retraite. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Écoute, je ne suis pas un économiste, mais ça me paraît un peu simpliste comme idée, comme le calcul fonctionne. Je n'ai pas fait en composé, mais s'il dit, c'est sûr que le calcul fonctionne. L'enjeu, c'est effectivement, si tu dis aux gens, gardez ça, ils vont le dépenser avant. C'est la nature humaine. Il y a peu de gens qui vont le garder. Si tu ne leur permets pas de le toucher, mais tu sais, ouais. C'est ça, ça serait barré. Tu peux pas le toucher. C'est-à-dire que, comment tu le fais? Si tout le monde devient millionnaire, mettons que tu le fais avec les bébés qui naissent à partir de 2010, mais comme la première génération de millionnaires, le monde va juste, ça va créer de l'inflation. Tout le monde, c'est la pensé première aussi. génération qui devient millionnaire en 2000, je sais pas trop, là. Puis là, tout ce monde-là vont acheter des maisons, puis des sidous, puis, ultimement, moi, je trouve que, de toute façon, sur le plan comptable, si le but, c'est de protéger mieux la retraite, parce qu'on a déjà la Riche des rentes, puis des programmes comme ça, ultimement, ça serait probablement la meilleure manière de le faire, c'est-à-dire de bonifier ces programmes-là, puis de les commencer dans 30 ans, parce qu'on n'a pas les moyens de donner une super bonne retraite au monde présentement. Non, mais ça, ce que je veux dire, c'est je trouve que c'est un peu comme une pensée magique, mais... mais je sais ce que tu veux dire. En théorie, ça devrait fonctionner comme tu fais la maths, l'intérêt composé, bon, mais effectivement, peut-être qu'il y a des externalités négatives qui vont faire que, bon, si tout le monde a ça dans un pays de 300 millions comme au US, peut-être que la valeur d'1 million va juste pas valoir la peine. C'est ça, c'est clair, ça crée de l'inflation. Tu donnes l'argent à tout le monde, c'est clair que ça crée de l'inflation. Ensuite, c'est un débat de société. Est-ce que nos aînés, parce que présentement, tu n'es pas riche, là, si tu n'as pas économisé, tu n'as pas mis dans tes REER, dans ton CELI, tu n'as pas beaucoup d'argent. L'autre enjeu, c'est qui gère cet argent-là. Présentement, c'est la population qui a quand même du contrôle sur leurs investissements pour la retraite. Fait que là, si tout le monde est millionnaire à 65 ans, ça veut dire que ça ne sert absolument à rien à contribuer à ton REER. Si tu investis, ce n'est pas à long terme. Fait que là, est-ce que c'est le gouvernement qui gère tout, qui contrôle les marchés boursiers? Moi, je pense que ça serait dangereux. Ou c'est les gens, puis là, ils font n'importe quoi. Je trouve ça intéressant de dire, dans le fond, ça montre que c'est pas un si gros problème, l'enjeu de la retraite. Moi, je trouve que c'est plus intéressant pour des parents qui voudraient offrir ça à leurs enfants. Mais ensuite, est-ce que c'est une bonne idée, tu sais, de dire... C'est intéressant, mais c'est clair qu'il faut faire Est-ce que c'est pas plus de mieux de recherche. faire des enfants, plutôt que de mettre 6 000 $ puis de créer un trust pour pas qu'ils puissent toucher avant 65 ans, ou d'y enseigner comment l'argent fonctionne pour Ah, justement faire en sorte que lui épargne puis il voit la valeur de son argent? Moi, je pense que il y en a un qui est plus difficile, là, parce que je n'ai pas d'enfant moi-même, puis je suis sûr qu'il y a des parents qui font comment, fuck, j'ai essayé, puis c'est dur. Mais à la fin de la journée, moi, je suis plus pour une responsabilisation, puis donner des outils aux gens pour... je trouve ça ridicule, honnêtement, qu'on ne fait pas de littératie financière au niveau de nos écoles, comme même au primaire, au secondaire. Selon moi, c'est
essentiel. C'est comme un cours de civique, c'est comme un cours de langue. Je veux dire, D'accord avec toi. le système financier, ben, tu l'as dit au début, mais comme l'économie gère, comme contrôle nos vies, on est dedans, veut pas, on est dans un méga système. Puis les gens qui ne comprennent pas ce système-là sont à un désavantage complet versus ceux qui comprennent. Dans, dans l'éducation financière, puis c'est un des objectifs de Hard Bacon, Ben, je dirais, c'est quoi les même plus pour gros avoir une enjeux? augmentation, on dit ça, c'est en principe, il faut que tu comprennes le marché boursier, c'est aussi important que la politique, mais comme ouais, mais qu'est-ce que ça va me donner, genre, demain matin? Est-ce que j'ai vraiment du pouvoir sur Amazon si j'achète des stocks d'Amazon? Mais juste pour avoir une augmentation de salaire. Tout le monde veut une augmentation de salaire, c'est un bon moyen d'avoir plus d'argent. Mais il faut que tu comprennes comment ta business, ton employeur, moi, c'est fou. J'ai travaillé quand j'ai des petits jobs. Le monde ne savait pas c'était qui le PDG de l'entreprise. Ça m'a jamais. Je demandais tout le temps au monde comme c'est qui le PDG de l'entreprise ou c'est contrôlé par qui. Le monde, I don't know, tu sais, comme j'ai Ah, appliqué, puis là, je suis ici, genre, puis ils m'ont dit de faire ouais. ça. Puis tu sais même pas comme c'est quoi la structure hiérarchique de ton entreprise. Puis si tu comprends, c'est quoi, est-ce que c'est coté en bourse? Est-ce que c'est une entreprise privée puis qui donne des dividendes à une famille riche qui possède? Si tu comprends un peu c'est quoi la structure de l'entreprise, ben, Tu peux jouer la game. tu peux comprendre comment toi, tu influes les résultats, puis comment tu peux négocier un salaire, puis justement, quoi demander. Parce que si tu vas demander quelque chose qui n'a aucun sens, probablement que tu vas te faire revirer de bord. Mais ça, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais ça, c'est très, très concret de comprendre c'est quoi la source de profitabilité de ton entreprise. Puis là, je parlais de petits jobs, mais même du monde des professionnels qui vont savoir, mettons, c'est qui le CEO de l'entreprise. Mais si tu n'es pas capable de lire des états financiers, tu ne comprends pas que, je te donne un exemple dans mon industrie parce que j'ai le nez dedans, mettons dans un courtier. Mettons que toi, tu peux être conseiller en placement, tu peux être au marketing, tu peux être au bureau de négociation de titres propriétaires. Mais ultimement, si tu lis les états financiers d'un courtier, la plupart des profits viennent de l'entrée en bourse, donc la division capital market, donc ils font du fundraising qui amène des entreprises en bourse. OK? Et ça vient pas ça vient très peu de la gestion de clients. Donc, Ah, ouais. ben, si tu comprends ça, si tu vas avoir une augmentation de salaire, va travailler dans une division qui génère 80% des revenus, même s'il y a juste 20% des employés. Et Parce voilà. que, et là, si tu deviens un gros producer là-dedans, parce que, même si tu étais un big wig, entre guillemets, là, ou tu es important dans une division qui génère à peu près zéro profit, ça va être dur. Même si tu es responsable pour plein de revenus, ça va être quand même dur de négocier, tandis que l'autre, tu regardes, si on n'était pas là, si mon équipe n'était pas là, il n'y en a pas de profit dans la division, peut-être qu'elle fermerait. Donc, là, c'est C'est pas un tout le bon monde qui point. travaille pour un courtier, mais c'est la même chose dans une compagnie alimentaire. Le profit vient d'où? Est-ce qu'il vient de la distribution? Est-ce qu'il vient de l'exploitation de magasins de détail? Est-ce qu'il vient de l'usine de production? Une fois que tu comprends ça, tu sais où aller dans l'entreprise, puis tu sais comment demander ton augmentation. Mais là, tu parles de vraiment comprendre comment fonctionne une entreprise. Est-ce que Hard Bacon, est-ce que vous allez est-ce que vous allez là ou est-ce que c'est plus comme comment On a fonctionne? une discussion. Nous autres, on aide les gens à prendre des décisions de finances personnelles, donc tant au niveau du budget, de la planification, puis de l'investissement. On a des outils pour comprendre, aller chercher des données sur les entreprises, mais ça ne va pas aussi loin que lire les rapports annuels puis C'est ça. comprendre vraiment exactement quelle division tire de l'argent. Ça, c'est de l'éducation. Peut-être qu'on a publié des blog posts sur le sujet, là, mais Hmm. c'est pas une solution. Arbekin ne va pas t'aider à faire ça. Là. Il faut juste Complètement. chercher, il faut être curieux. C'est cool. Puis, sur le sujet de Hard Bacon, où est-ce que vous en allez comme avec cette entreprise-là? C'est quoi la vision, la grande vision de Hard Bacon? Puis comment est-ce que tu comptes? Tu sais, je veux juste, avant d'aller là, Ouais. l'Institut Innovation Gatineau, l'incubateur qu'on est en train de bâtir, ben, un de nos principes de fondation, c'est vraiment, nous, on veut aider des entrepreneurs qui ont une vision de rendre le monde meilleur, OK? À travers leur entreprise, leur start-up, leur entreprise privée. Puis, c'est pour ça que c'est le fun d'avoir une conversation avec un entrepreneur comme toi, à cause, j'imagine, quand tu vas répondre juste après mon intervention, j'imagine que tu as une vision qui va plus loin que juste le court terme. Comme peut-être ça ne s'arrête pas juste à l'éducation. J'imagine qu'il y a quelque chose d'autre derrière ça. Puis
notre audience, nos entrepreneurs et les gens qui écoutent le podcast aimeraient définitivement savoir c'est quoi ta vision pour Hard Bacon dans l'industrie? Tu as tout à fait raison. Je pense que c'est important d'avoir les deux. Il y a des gens ils savent où ils s'en vont, mais ils ne savent pas comment s'y rendre. Fait que tu as besoin des deux skills. Mais nous autres, la vision à long terme, c'est d'aider les gens. Puis j'ai déjà dit, là, mais c'est de prendre des décisions financières. Donc, que ce soit, OK, je veux savoir c'est quoi la meilleure carte pour avoir le plus de remises possible dans les poches. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fait chez Arbacon, mais ça peut être, hey, je veux économiser de l'argent, puis je ne sais pas où mon argent s'en va, mais là, tu utilises notre outil de budgeting. Puis là, je parle de ce qu'on fait présentement, mais la vision, c'est chaque fois qu'il y a une décision financière, on veut être là. Donc, si tu me dis, mettons, dans 10 ans, Arbacon, ben, aussitôt que c'est une décision financière, donc, mettons que tu as une offre d'emploi, là, je te parle de software qui n'est pas développé, là, parce que je te parle de futur, mais mettons que tu as une offre d'emploi qui augmente ton salaire, il faudrait que tu dises, tu sais, c'est une décision financière de changer d'emploi, ensuite, c'est une décision émotionnelle, puis il faut voir qu'est-ce que tu veux, mais tu veux quand même, avant de faire un move financier, avoir une idée de l'impact que ça va avoir. Fait que tu rêves sur Arbacon, ultimement, présentement, on a une notion de planification financière, mais ça pourrait aller plus loin à dire, ben, voici les perspectives dans ce domaine-là. Comme je te dis, je ne peux pas te dire exactement qu'est-ce qu'on va développer dans le futur. Est-ce que ça serait sur une application mobile où tu demanderais à Alexa ou à Siri, hey, est-ce que je devrais changer? Ce serait quoi les implications financières de changer d'emploi? Ça te le dirait. Un autre secteur qu'on n'a jamais touché puis qu'on ne touchera pas dans les 2 prochaines années, en tout cas, certainement, c'est tout ce qui est les impôts. C'est compliqué. Puis, ultimement, c'est quand même la donnée structurée. Donc, nous autres, dans la mesure où on connaît tes revenus puis tes dépenses, on pourrait éventuellement préparer tes impôts automatiquement, puis tu aurais juste à prendre en photo 2, 3 documents, puis là, boum, on te fait un truc, puis tu pèses sur le bouton pour le soumettre automatiquement. Donc, nous autres, en fait, notre vision, c'est pas de devenir une institution financière puis de devenir le prochain RBC ou le prochain Banque nationale, c'est d'être une couche technologique par laquelle les gens passent pour prendre des décisions financières, parce que dans une entreprise, tu as un CFO, mais un individu n'a pas de CFO, il faut qu'il soit son propre CFO. Donc, c'est sûr que je pense que c'est toujours important d'avoir des connaissances. Puis ça, c'est notre philosophie, que si tu ne comprends rien de ce qui se passe, ben, tu risques de te faire organiser. Puis c'est le cas en affaires, c'est le cas dans la vie. Nous autres, on est un outil pour rendre ça plus facile, mais on ne se voit pas comme un outil qui viendrait, ça fait tout, puis tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Même si la technologie rend ça possible, peut-être qu'à un moment donné, Arbacon va avoir un CEO qui est comme, hey, j'ai des stock options, puis là, on peut juste faire plus d'argent, puis on s'en va au-delà de la mission qui est de toujours donner leur juste, puis de faire en sorte que ce soit la meilleure décision financière que les gens prennent pour eux-mêmes et non pour les profits. Donc, nous autres, notre vision, c'est quand même que, puis il y aura certainement si la personne ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fait, peut-être aussi qu'elle ne comprend pas la réponse. Mettons que la réponse, c'est tu devrais investir dans tel type de compte enregistré, mais tu n'as aucune idée pourquoi, puis tu avais prévu de faire, j'ai aucune idée, là, mais mettons, tu avais prévu d'acheter pour ta business un hélicoptère, mais l'application ne le sait pas. Là, on a beau être futuristique dans notre vision. Si tu n'as aucune idée des implications de quoi que ce soit, tu as toujours un risque que le software te conseille mal, entre guillemets, parce qu'il ne sait pas ce que tu vas faire dans 6 mois. Donc, l'idée d'Arbacon, c'est qu'on t'aide à prendre des décisions financières, mais on le fait de manière transparente pour que tu puisses même comprendre le processus qui vient à la bonne réponse. Cool. Une autre chose qui m'intéresse beaucoup, puis j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est l'approche par laquelle vous avez financé Hard Bacon jusqu'à maintenant. Vous avez pris un chemin qui est quand même pas souvent parcouru à travers une plateforme de sociofinancement de l'équité qui s'appelle Front Funder. Honnêtement, je ne connais pas si bien que ça, Front Funder, puis je pense que dans notre coin en Outaouais, c'est la même chose. Est-ce que c'est un modèle, est-ce que c'est une méthode qu'on va utiliser de plus en plus si on lance une entreprise? Puis parlons un peu de l'expérience. Ben, c'est ça. Moi, je pense que il faut vraiment, c'est une logique de marché. C'est-à-dire que l'adoption n'est pas là présentement, puis tu as raison que partout au Canada, c'est pas la plupart des entreprises se financent soit par du bancaire, soit par des investisseurs en capital de risque ou Friends and Family. Le equity crowdfunding, ça a commencé à être
à devenir légal, dans le fond, en 2016. Pas qu'il y avait du monde qui en faisait illégalement, mais ultimement, il y a des lois qui, pour protéger les petits investisseurs, disaient c'est une compagnie qui est privée, tu ne peux pas solliciter le grand public parce qu'il y avait un risque. Puis je peux donner l'exemple le plus extrême. C'est un gars qui s'en va dans une maison pour personnes âgées, puis là, il leur dit, tu sais, tu vas tripler ton argent. Ça, tout ça est très illégal, là, on s'entend. Mais les lois sur les valeurs mobilières sont là pour protéger ce type d'histoire-là où quelqu'un abuse juste des gens. Donc, disait, dans le fond, si tu veux lever de l'argent pour une compagnie à capital fermé qui n'est pas inscrite en bourse, ben, il faut que tu t'adresses à des gens qui sont des investisseurs accrédités, donc qui ont plus qu'1 million d'actifs liquides ou 350 000 de revenus par année. Donc, c'est des gens qui sont quand même... Et l'idée derrière ça, c'est de dire, ben, ces gens-là, dans mesure où ils ont ces revenus-là, sont considérés comme des investisseurs sophistiqués. Si ils perdent leur argent dans un deal, c'est de leur faute parce qu'on considère que c'est pas une personne... C'est un peu arbitraire parce que techniquement, cette personne-là pourrait être dans un foyer pour personnes âgées puis avoir tous ces assets-là. Oui, à cause le gouvernement aurait investi 6 000 $ à sa naissance, hein? En tout cas, l'idée derrière cette loi-là, c'est de dire, OK, c'est les gens qui sont sophistiqués parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'actifs, mais sinon, tu n'as pas le droit. Ils ont peut-être la capacité d'analyse pour évaluer la deal. En général, il n'y a aucune loi qui est parfaite, mais l'idée, c'était de ne pas trop... S'il fallait faire un test à l'université pour pouvoir investir dans des stocks en capital, c'était un moyen facile à mettre en termes de réglementation. Et à partir de 2016, ben, il y a de la réglementation qui ont permis, avec certaines circonstances, fait que tu ne peux toujours pas juste partir une compagnie puis lever aller chercher du financement auprès de n'importe qui. Mais dans la mesure où tu respectes la réglementation, tu t'inscris sur des plateformes qui sont enregistrées comme FromFunder, c'est possible de lever de l'argent auprès du grand public. Puis le même processus a eu lieu aux États-Unis à peu près au même moment. Et je dirais en Europe, ils sont beaucoup plus avancés. Donc, on a peut-être 5 à 10 ans de retard. Puis en Europe, je dirais tant aux États-Unis qu'au Canada, ça demeure un mouvement marginal. C'est sûr que les États-Unis étant plus gros, il y a plus de financement, mais ça reste un tout petit nombre d'entreprises. Par contre, en Europe, tu as des entreprises, tu en as beaucoup. Le volume, d'entreprise qui est financée comme ça est plus gros. Et aussi, je te dirais que c'est mieux perçu. Parce que comme c'est nouveau, les investisseurs en capital de risque ne savent pas vraiment c'est quoi. Puis là, ils se disent... Donc, il y a une espèce de stigma d'être le premier puis de faire quelque chose de différent qu'il faut, pour que ce marché-là, justement, prenne plus d'expansion, il faut que, justement, quand Arbekin va être rendu en bourse puis on va être un gros succès, tu vois, ça va contribuer au fait que c'est un mode de financement valide. Puis ce que j'aime de cette réalité-là, c'est que ça fait en sorte que il y a plus de gens qui peuvent participer au financement. C'est de la même manière que tout le monde peut participer au financement boursier. Ben, tu as des gens qui ont de l'expertise, qui ont dans différents secteurs, qui n'ont peut-être pas 1 million à mettre, mais qui ont de l'argent à mettre puis qui comprennent certaines entreprises. Tu sais, ça pourrait être moi, je ne suis pas une biopharma, mais tu sais, nous autres, on a beaucoup de gens dans le domaine des services financiers qui investissent de manière évidente. Mais mettons que moi, j'ai une biopharma, puis tu sais, les fonds trouvent que pour une raison X ou Y, trouve que ce n'est pas un fit, tu peux aller directement aux experts plutôt que des gens qui ont peut-être un background en santé ou peut-être pas dans des fonds. Là, tu peux dire, ben, j'appelle tous les médecins au Canada, puis eux autres, juste les immunologistes, par exemple, c'est un truc sur les virus, puis eux autres, ils comprennent exactement de quoi tu parles, puis ils disent, OK, je vais mettre un 10 000. Donc, ça démocratise aussi le processus de fundraising. Puis avant, tu pouvais faire ça, mais via un IPO, ce qui est très coûteux, donc s'inscrire en bourse, puis après ça, appeler 1 million de docteurs, c'est quand même un... Fait que pour moi, c'est positif. Ensuite, je ne sais pas si ça va devenir la norme. En général, quand tu vois quelque chose qui est plus efficace et qui fonctionne dans un gros marché comme l'Europe, selon moi, ça va venir tôt ou tard. Mais présentement, ça reste une voie marginale. Puis comme c'est pas mainstream, ça vient avec son lot de défis où les investisseurs traditionnels, puis tu me parlais des dragons, mais les dragons, il n'y a pas l'air très au fait de comment ça fonctionne du equity crowdfunding. Ben ça les rend... On va revenir à ça. Ça vient avec son downside, mais c'est un autre moyen d'aller chercher. Moi, je vois ça comme un autre outil, une alternative. Moi, j'ai déjà été dans ta position. Tu as peut-être déjà essayé de lever des fonds de la façon traditionnelle. Tu vas voir comme une couple d'investisseurs. C'est difficile quand même. Les deux sont difficiles. Dans tous les cas, lever de l'argent, il faut que tu aies des tonnes et des tonnes de noms. C'est le cas
si tu le fais avec du crowdfunder, parce qu'ultimement, il faut que tu ailles chercher des investisseurs aussi. C'est pas par magie, tu cliques sur un bouton puis tout l'argent rentre. La même chose, pour avoir, tu dis, ah, c'est facile, tu as juste 5 chèques. Ouais, mais quelqu'un qui close une ronde, il a parlé à des centaines d'investisseurs, puis il y a eu des processus. C'est J'enlève rien au processus de fundraising. C'est c'est toujours extrêmement difficile. La demandant. réalité, j'aimerais dire comme ah, c'est vraiment plus difficile que ce qu'on fait parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile aussi de lever du financement traditionnel. Comme fin de la journée, c'est normal parce qu'ultimement, tu dis c'est quoi du financement? C'est que tu dis donne-moi ton argent parce que je vais faire quelque chose qui a plus de valeur que qu'est-ce que ton argent produit présentement. Ouais. Puis, si, c'est logique aussi en tant que société, ça veut dire, parce oublions l'argent. L'argent, ça représente des biens, des services produits dans l'économie, de la farine, peut-être du ciment, des travailleurs, etc. Donc, tout ce processus-là, l'idée du capitalisme, c'est que l'argent va exactement au bon endroit. Je ne suis pas en train de dire que l'argent va toujours exactement au bon En endroit. théorie. En Mais théorie. les gens qui hésitent puis disent est-ce que je mets mon argent ici ou là, ils sont en train de déterminer où est-ce que l'argent de la société. Donc, ultimement, l'argent qu'on a dans notre compte de banque, ça représente, on a un pouvoir de vote sur où les ressources qui sont produites sur la planète vont. Puis, je trouve que c'est un des meilleurs moyens. Quand c'est pas ton argent, puis tu as juste quelques fonctionnaires, par exemple, qui vont déterminer qu'il y a du financement, ben ultimement, ça va être moins bien distribué que dans un système capitaliste. Là, il y a du monde qui peuvent Oh non, je suis là-dessus. d'accord avec toi. Mais le fait de... Les gens tiennent à leurs choses, puis ça, c'est la nature humaine. C'est quand c'est à moi, je vais vraiment faire attention où je le distribue. Quand c'est l'argent des autres, c'est comme, la moitié là, puis la moitié là, puis je retourne. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, puis on le vit même juste dans notre quotidien avec les 3 niveaux de gouvernement au Canada, mais l'allocation de capital par une bureaucratie, par un gouvernement est moins efficace que le marché, que le marché libre. Puis d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les fonds d'investissement en général sont structurés sous forme de société de commandite. Donc, il y a en anglais, je ne sais pas comment en français, des commanditaires et des commandités. C'est des limited partnerships pour le monde qui connaissent le terme en anglais. Et ultimement, les associés d'un fonds doivent investir. En général, ce ne sont pas des gens si fortunés que ça. Il y en a qui sont fortunés, mais on sont obligés d'emprunter pour avoir quand même un montant substantiel. Ça se peut-tu? En général, c'est 1%. En général, c'est 1%. Il n'y a pas une règle universelle, mais l'idée, c'est que c'est substantiel pour la personne. C'est pas juste, hey, mets donc un petit 10 000 $. En général, il y a des gens qui sont riches, puis qui arrivent, puis qui ont l'argent dans leur compte de banque, mais sinon, ce ne sont pas des gens, puis que les associés vont s'arranger pour que la personne obtienne un prêt, mais le mettre dans le fond. Fait que c'est sûr que l'idée, c'est que quand ils font des investissements, même s'ils gèrent l'argent de d'autres gens, ben ils pensent quand même c'est leur argent aussi, puis c'est beaucoup plus efficace que juste d'avoir des employés, puis leur dire hey, fais-nous des rendements, puis si ça ne marche pas, ben trouve-toi un autre job, parce que tu n'as rien perdu. Tu m'as dit au début que en fait, peut-être avant qu'on a commencé de tourner, mais que tu n'as pas lu Sapiens. Le livre, 100%, ça vaut la peine. Il y a un passage où l'auteur parle des différents systèmes économiques, puis il compare le capitalisme et le communisme. Il est décrit comme ça. Il dit que le communisme, c'est comme un système où on centralise toutes les décisions économiques. Puis dans le capitalisme pur, c'est la décentralisation du pouvoir décisionnel sur comme l'économie. Puis quand tu y penses, c'est en plein ça. C'est les individus qui vont déterminer où ce qu'ils vont allouer leur capital selon leurs besoins, et leur investissement. Ce qui est fou, c'est que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup on entend moins de communistes dans notre économie, mais ultimement, il y a plein d'avantages aux communistes. Si tu regardes, mettons, les réseaux cellulaires, là, tu as Rogers. Hey, désolé, il faut que... Oui, c'est ça. Prends un peu d'eau, je vais prendre... une gorgée.
tu as plein de compagnies qui bâtissent des réseaux parallèles puis qui font des deals pour bâtir des antennes. Comme il y a plein de marchés. C'est pour ça que l'électricité est considérée comme un marché naturellement monopolistique parce que c'est tellement stupide de bâtir 2 réseaux électriques un à côté de l'autre. Ça fait juste doubler le prix de l'électricité pour tout le monde. Il y a plein d'avantages. C'est la même chose, admettons, on pourrait parler du marché des voitures. Si on produisait juste 3 modèles de voitures pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, pour l'ensemble du monde, les voitures seraient moins chères. Puis ultimement, d'avoir en économie, avoir du choix, ça a une valeur, mais est-ce que vraiment, si on était capable d'avoir des voitures 2 fois moins chères, puis en plus, il y aurait plus de scale, fait que ce serait encore plus fiable, puis les pièces coûteraient moins cher, ce serait un bénéfice pour nous. Ça serait-tu moins cher, par contre? Comme, oui, tu peux comme juste mass-produce un type de véhicule, mais je pense qu'avec la compétition, ça force l'innovation, sur les produits deviennent meilleurs à chaque année. Puis... Mais tu as mis le doigt sur ça, c'est juste le fait que la motivation intrinsèque de la compétition, puis fait en sorte que c'est un meilleur système, mais si tu regardes comme sur le plan purement matériel, c'est logique que tu dis, ben là, la centralisation est plus performante, puis se l'est sur papier. Effectivement, c'est toute la valeur des incitatifs, donc comment les gens sont motivés à être performants, la valeur de l'innovation, puis de la compétition, fait en sorte qu'un système qui devrait comme être plus inefficace, parce que techniquement, sur papier, de centraliser des choses de ce type-là devrait être plus performant, mais ça finit par ne pas être performant parce que les gens, ben, ils n'ont pas d'incitatif. C'est la nature humaine, même si les humains ont cette force-là en eux de techniquement juste être aussi innovant puis de juste être moins cher, à la fin de la journée, ça finit par ne pas marcher. Puis c'était testé en Union soviétique. Là. Ils centralisaient les choses. Si un pays était meilleur, toute la production de céréales allait à Y, mais le propriétaire de l'usine n'était pas en train de dire « je vais augmenter mes parts de marché », il était juste... C'est ça. Il y avait un département pour le pain. Il y avait un département pour comme la production de pain là, pour la population. Comme c'est fou quand tu y penses. Mais t'es pas si... Parce que quand tu dis « Ah ouais, non, c'est tellement mauvais », mais il y a quand même des avantages à la centralisation. Attends, j'ai pas dit... Je veux juste être clair. Moi, je suis pas en train de créer une ligne pour dire communisme mauvais, capitalisme, c'est parfait. En aucun cas. Les deux modèles ont des positifs et des négatifs. Puis, à l'ultime, là, si tu regardes notre système au Canada, on est comme capitalisme avec un sprinkle of socialism. Hein? Comme, il y a un certain point, il y a certaines industries qu'on a dit on va donner ça au gouvernement de contrôler ou de comme surveiller. Puis, c'est à cause des fois, ça ne fait pas de sens. Tu l'as mentionné, l'électricité, par exemple, peut-être le healthcare dans notre cas. Mais tout ça pour dire, je voulais pas dire que comme... Non, mais c'est là que le gouvernement a son rôle à jouer. Moi, comme entrepreneur, je pense que tous les entrepreneurs ne sont pas très pro-réglementation, mais il y a quand même des réglementations qui font du sens. Puis aussi, ça, c'est le rôle des politiciens et des législateurs de dire on va faire un cadre justement pour que la société soit le plus efficace possible. L'électricité est un bon exemple. Il y a des endroits... Ici, c'est le gouvernement du Québec qui opère. Si tu regardes, mettons, en Suède puis en Finlande, eux, l'électricité est très réglementée, mais c'est privé. C'est-à-dire que le réseau, ils n'ont pas 2-3 réseaux parallèles. C'est ridicule. Donc, la réglementation, ils ont dit, dans le fond, un peu comme, maintenant, ils forcent Bell à partager, puis là, Bell essaie de pas se conformer. Là. Son réseau, pour surtout dans les marchés qui ne desservent pas, ben, ultimement, tu peux créer un enjeu où c'est pas logique d'avoir 3 réseaux de poteaux, mais on permet justement à de la compétition en disant il y a un système d'appel d'offres pour vendre l'électricité, puis s'il y a quelqu'un qui est capable de produire l'électricité pour moins cher, ben, tu devrais l'acheter. Puis là, je ne suis pas un spécialiste en politique publique d'énergie, fait que j'ai aucune idée comment tu fais un bon système. Puis l'enjeu, le risque, c'est que celui qui fait le système, ben, il favorise ses amis ou quelqu'un. Puis là, je pense que c'est important de mentionner l'apport des technologies innovantes. Donc, on parle du système d'électricité comme on le connaît, mais n'oublie pas qu'avec le coût des photovoltaïques qui sont en train de tomber depuis comme 30 ans, là, on est rendu à un price parity avec le marché, puis même en bas du marché pour le prix d'électricité. Donc, là, on commence à voir, ça dépend où, là, on commence à voir un modèle plus décentralisé au niveau de l'électricité. Puis comme chaque
individu ou chaque en fait, domicile, disons en Californie, Arizona, tout ça, ils peuvent essentiellement subvenir juste avec le soleil qui tombe sur leur toit, tu sais, s'ils sont bien équipés avec des panneaux solaires. Là, ils peuvent charger leur batterie, tu sais, leur batterie de maison, puis ça va charger leur véhicule électrique. So, là, avec une technologie innovante comme ça, puis avec des économies d'échelle, ça change la game. Plus besoin de monopole nécessairement en utility électrique. So, c'est intéressant de voir comment la technologie peut complètement bouleverser une industrie qui était monopolisée depuis 200 ans, on va dire. Hmm. Non, selon moi, c'est pas évident. C'est pour ça que, en tant qu'entrepreneur, tu es tout le temps suspicieux de tout ce qui est réglementation, parce que c'est facile de rendre quelqu'un riche puis quelqu'un pauvre juste en changeant un peu la réglementation. Mais ultimement, notre société, s'il n'y avait pas de règles, même j'aime pas les règles, s'il n'y avait pas de règles, puis quelqu'un pourrait juste rentrer dans mes bureaux puis voler nos ordinateurs puis nous tirer dessus, puis personne ne ferait rien. On ne serait pas dans toute la logique d'avoir des tribunaux puis de signer des contrats. C'est pas mal plus facile que dans l'industrie du crime où le monde, ils doivent comme, montrer qu'ils sont vraiment badass puis de tuer du monde de temps en temps pour se faire respecter. C'est merveilleux comme climat de business. Il y a des pays que c'est acquis pour nous, là, mais il y a des pays où le crime organisé est tellement répandu. Puis de toute façon, c'est pas pour pointer du doigt des pays. Là, je pense que dans l'industrie de la construction, c'est pas mal la réalité. Mais donc, la réglementation sert à quelque chose et ça, en fait, ça établit des règles de comment on interagit ensemble, puis justement pour essayer de limiter les pratiques qui sont négatives. La même chose que, je disais dans les journaux, quelqu'un qui, c'est bien beau la compétition, mais le gars, c'est un site d'enfouissement où il prenait des matériaux dangereux puis il crissait ça sur une terre agricole, puis ça coûtait moins cher, c'est sûr, ses marges étaient plus, il n'y avait pas besoin d'entreposer de manière sécuritaire les matériaux dangereux. Ben, il s'est fait arrêter, puis techniquement, il était en train de voler des parts de marché à ses compétiteurs, il était moins cher. Ça fait partie d'enjeu où ça t'a besoin. Puis lui, il n'opérait pas à l'intérieur de la réglementation, mais là, c'est évident que si tu débarrasses le monde de matériaux toxiques, tu devrais avoir la réglementation, puis il y en a. Puis ça, je suis content. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Puis, dans tous les cas où tu causes un dommage à l'environnement qui affecte tout le monde, il y a des externalités négatives. Ouais. Puis c'est là où tu as besoin de probablement mettre je ne sais pas comment le dire en français, mais un disincentive, un peu comme un carbon tax, pour vraiment comme, dire, ben ça affecte tout le monde, check, on va taxer ça, puis avec les revenus qu'on va générer, on va le mettre dans peut-être des énergies renouvelables. Comme ça va accélérer la transition vers ce futur-là. C'est le terme économique des économistes pour parler justement justement des choses négatives que les entreprises font puis qui sont négatives pour la société. Puis effectivement, c'est le rôle de la réglementation d'essayer d'empêcher ça ou de faire payer justement les gens qui causent ces externalités négatives-là. Donc, ça s'applique à l'environnement, mais ça peut s'appliquer aussi à des dynamiques de marché. Je pourrais penser puis il y a eu des procès aux États-Unis au niveau des cartes de crédit. Quand tu vas chez le marchand, tu payes avec ta Visa qui te donne un paquet de remises. Puis c'est génial pour le consommateur, mais ultimement, quand tu passes la carte dans le terminal, lui, ça coûte, il va se faire manger 3% ou une partie de la transaction. Puis là, ben, pour compétitionner, qu'est-ce que tu fais? Ben là, les autres émetteurs de cartes font des cartes avec plus de remises qui coûtent encore plus cher aux marchands. Puis là, le marchand est comme. Là, il y a quelque chose de positif pour le client, parce qu'il y a plein d'externalités positives que les entreprises créent. Mais la dynamique de compétition entre les émetteurs de cartes de crédit et les compagnies de cartes de crédit, c'est que les marchands sont de plus en plus squeezés. Puis tu vois, c'est là que la réglementation, puis là, je connais pas, je pense que c'est surtout aux États-Unis qu'il y avait eu un procès autour de ça. Mais c'est là que les régulateurs entrent en ligne de compte, puis que ça a du sens. Là. Peut-être que la situation qui est en train de se développer avec toutes les entreprises qui contrôlent le processus de paiement, les big ones, comme on parle de PayPal, puis peut-être les banques aussi qui vont prendre des frais de transaction, peut-être que ça va éventuellement mener à une situation comme l'exemple que j'ai donné avec l'électricité, où il y a comme un monopole sur une technologie innovante arrive,
disons, le Bitcoin ou la crypto-monnaie. Ça permet finalement aux individus de faire des transactions, des individus et des entreprises à faire des transactions avec quasiment pas de frais. Peut-être que ça va être quelque chose qui va accélérer l'adoption de nouvelles technologies financières comme ça. Pour l'instant, ben, il y a des éléments que tu as raison, mais en tant que consommateur, moi, j'aime ça avoir des primes. Pourquoi j'utiliserais du Bitcoin? C'est bon pour le marchand, c'est pas bon pour moi. Mais par exemple, c'est intéressant ce que tu parles. Récemment, j'ai lu ça, puis moi, je pense que Visa et Mastercard sont stupides. Parce qu'il y a une controverse autour de Pornhub slash le MindGeek qui est basé à Montréal. Puis là, c'est des sites porno où les gens peuvent uploader des choses, puis effectivement, il y a des matériaux illégaux qui se retrouvent là, puis personne personne peut être content de ces matériaux-là, ne devraient pas être en ligne, mais c'est une réalité qui affecte aussi les compétiteurs. Et là, comme c'est le plus gros site pornographique du monde, tous les projecteurs sont sur eux. Donc, Visa, Mastercard, on dit, nous autres, là, on veut s'assurer que peu importe c'est qui le payment processor, parce que c'est pas Mastercard qui avait une relation directe, mais nous autres, on bloque. Personne ne peut travailler avec Pornhub, donc ils ont arrêté d'accepter Visa et Mastercard. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. C'est que là, c'est le plus gros site pornographique du monde, puis ils disent on accepte juste les crypto-monnaies. Puis, honnêtement, l'expérience de paiement des crypto-monnaies n'est pas le fun. C'est pas une bonne expérience. C'est définitivement pas optimisé. Mais eux autres, ils rejoignent des millions et des millions de personnes qui vont dire ah, fuck. Puis là, puis je pense, éventuellement, il va y avoir des systèmes vraiment simples, vraiment le fun. Oui. Mais pour l'instant, ils vont devoir trouver un échange, acheter des crypto-monnaies, sécuriser ça sur un wallet. Mais ça fait partie de la game. Ça marque la période de transition. Il y a un événement déclencheur, puis finalement, on ne peut pas continuer à payer comme on faisait. Bon, hey, might as well, je vais prendre un Bitcoin, là, qui vaut 30 000 $. Non, mais c'est fractionnel, mais c'est pas une bonne expérience, mais selon moi, si tu mets là, tu crées un marché pour le paiement. Parce que là, présentement, les crypto-monnaies, c'était juste du monde qui voulait spéculer. Essentiellement, ensuite, tu avais les marchés légaux aussi qui drivaient de la demande de paiement, là, pour vrai. Mais là, Pornhub n'est pas un site de crime là, pour commander de la drogue ou des fausses pièces d'identité. C'est quand même c'est peut-être. Mais tu sais, c'est quand même plus accepter la pornographie que le crime. Ouais. Je le compare quand même à une drogue, par contre. Non, mais en tout cas, selon moi, ça va vraiment rendre ça plus mainstream. PayPal, ça un marché de... Hey, je ne sais pas si tu as vu, mais PayPal vient d'annoncer qu'ils vont accepter ou ils vont faciliter les transactions sur Bitcoin. Puis, je pense que toutes ces nouvelles-là, dans les derniers mois, contribuent à la réémergence. PayPal a dit qu'il ne supportera pas Pornhub. Fait que, il pousse justement à l'extérieur du système traditionnel. À court terme, ça va vraiment faire mal à Pornhub, je suis sûr. Mais par contre, ils vont convertir un paquet de monde aux crypto-monnaies. Puis, c'est une question de temps avant que... moi, je pense que le Bitcoin n'est pas structuré comme une monnaie d'échange pratique. Mais selon moi, c'est sûr que ça va devenir, pour des use cases, je ne pense pas que demain matin, tout le monde paye juste en crypto, mais c'est sûr que ça va prendre sa place éventuellement dans des marchés où ça a du sens, puis qu'il y a un bénéfice pour le consommateur, qu'il y a un bénéfice pour le marchand et le consommateur. Puis là, le Bitcoin, c'est merveilleux, je ne paie pas toute cette transaction, mais ton client est obligé il y a de la vol, il y a du risque, il y a de la complexité. Puis c'est ça, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait du bénéfice des deux côtés. Mais selon moi, ça va arriver. Tout à fait. On a été un peu loin de Front Funder. Je pense que c'était la question initiale. C'est sûr que pour moi, juste comme pour prendre 2 secondes là-dessus, je trouve que c'est une option intéressante. C'est sûr que pour toutes les startups ou les entrepreneurs qui écoutent le podcast, ça va être important de comprendre le travail qui va dans une campagne Front Funder à cause. Ce que j'ai compris, c'est que c'est plus facile qu'un IPO, mais c'est quand même. Par rapport à un IPO, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, mais c'est quand même beaucoup de due diligence, puis il faut produire beaucoup de documentation. Ouais. Selon toi, c'est quoi la charge de travail derrière une campagne Front Funder? Ça dépend parce qu'il existe 2 exemptions, puis là, c'est du détail légal, mais il existe différentes exemptions qui te permettent de faire du crowdfunding. Il y en a 2 principales. L'exemption pour notice d'offre que nous, on utilise, qui est quand même lourde, qui demande des états financiers vérifiés. Fait que, ça coûte cher aussi en frais comptables, qui demande de publier une notice d'offre, qui est un document qui est comme un mini prospectus. Donc,
écoute, je ne sais pas en heures, là, mais la réponse est beaucoup. C'est très lourd comme processus. Donc, c'est des semaines et des semaines de travail. Que tu le fasses toi-même, que tu l'entures à quelqu'un. Là, Puis ça parle même pas du fait qu'il faut aller chercher des dizaines, sinon pas des centaines d'investisseurs. L'autre enjeu, c'est de trouver des investisseurs. Parce que c'est pas vrai que. C'est la même chose pour Kickstarter aussi, quand vous faites une campagne de précommande pour votre produit. C'est pas vrai que je mets ça sur Kickstarter, puis là, c'est une bonne vidéo. Puis le monde, tu sais, on vu un exemple de quelqu'un qui était chanceux il y a 10 ans, puis ça n'existe plus. Là, si tu mets une vidéo sur Kickstarter, puis il n'y a pas un gros plan marketing derrière, personne ne va le voir, il va avoir $0 de contribution. C'est la même chose d'une ronde d'investissement, que tu le fasses en crowdfunding ou c'est juste la cible qui est différente. Si tu le fais une ronde privée, mais tu cibles juste les investisseurs accrédités, tu vas passer beaucoup plus de temps avec chaque investisseur. Donc, multiples rendez-vous. Leurs équipes d'avocats vont regarder. Fait que c'est plus lourd, puis il faut approcher probablement autant de gens. La beauté avec le crowdfunding, c'est que tu peux viser justement des professionnels. Tu ne vises pas du monde qui n'ont pas d'argent, c'est sûr, mais tu peux viser du monde qui ne sont pas des multimillionnaires. Le processus, c'est moins lourd parce que justement, eux vont mettre un 10 000, ils ne vont pas te demander 8 rendez-vous. Puis tous tes documents sont en ligne, fait qu'ils peuvent faire leur propre audit de leur côté. Tu peux le faire à grande échelle, dans le fond, cause tout est pas mal géré par la plateforme. Si tu peux raiser de plus de gens, mais à la fin de la journée, c'est pas magique. Puis pour finir de répondre à ta question, il existe une autre exemption qui, on la surnomme l'exemption startup. Là, je pense qu'ils ont des. Il y en a deux, mais je ne me souviens pas laquelle est laquelle. Il y a 45-106 puis 45-136 pour les avocats, qui sont des exemptions à la loi des valeurs mobilières du Québec. Puis ces exemptions-là ont des numéros qui doivent être différents dans les autres provinces, mais qui existent partout au Canada. L'autre est beaucoup plus facile, donc tu n'as pas besoin de faire une notice d'offre, pas besoin d'état financier vérifié, mais tu es limité à 250 000. Puis chaque investisseur peut investir 1 500 $ maximum. Fait que cette exemption-là, si tu cherches un petit montant, puis tu n'as personne qui veut mettre des gros montants, beaucoup plus facile à mettre en place, mais on parle quand même d'un petit financement. Moi, je trouve qu'il aurait dû mettre la limite au moins 500 000 à 250 000. Il n'y a pas beaucoup de startups qui. Ça dépend c'est quoi l'industrie. Si vous avez besoin de chercher un petit montant, puis vous avez beaucoup de gens intéressés, ça peut être beaucoup plus facile sur le plan réglementaire, mais il y a le travail de la campagne marketing qui est le même. C'est de trouver des investisseurs, puis les onboarder. Ça, je pense, au niveau de la préparation, marketing, ou parce qu'ultimement, ce n'est pas juste du marketing, c'est aussi personal relationship. Ben, ça ne change pas, mais sur le plan réglementaire, beaucoup plus facile de faire des petites rondes avec l'exemption startup. Puis FrontFunder peut faire les deux. Donc, il existe aussi GoTrue Québec pour ceux qui veulent. Puis eux autres, ils font juste l'exemption startup parce que l'exemption pour notice d'offre implique que ça passe par un courtier. Combien ça coûte, Julien, pour faire une ronde typique, comme de tes frais? Pour nous, pour une ronde par notice d'offre? Oui. Écoute, on a fait je te dirais à peu près, puis là, c'est grosso modo, là, mais je te dirais probablement quelque chose comme 40 000. Parce que tu as les frais de FrontFunder, tu as les frais d'avocat, tu as les frais, si tu inclus les frais comptables pour faire vérifier tes états financiers, ça monte vite, tandis que si ça coûte 40 000 pour lever 500 000. Ouais. OK, c'est plus que je pensais. Ouais. Mais si tu fais avec l'exemption startup, mais la beauté, on n'est pas limité à 500 000. Sur la notice d'offre, il n'y a pas de cap versus. Donc, pour faire la petite ronde sur l'exemption startup, le frais va être en termes de tu n'as pas d'état financier vérifié, tu n'as pas la notice d'offre. Donc, sur le plan des frais professionnels, ça va être moins, mais c'est sûr que la plateforme va quand même se prendre un pourcentage. Donc, c'est ça. Puis, ultimement, en bourse, les courtiers aussi, c'est pour ça que je te disais que les courtiers font de l'argent beaucoup sur leur ronde de financement. Oui, un pourcentage de frais qu'on paye quand on fait un equity crowdfunding. Si on passe par un courtier pour faire un financement privé ou pour aller en bourse, on paye aussi un bon pourcentage. Peux-tu demander c'est combien le pourcentage que vous payez à FrontFunder? Ben, en fait, nous autres, on a négocié. Je peux te donner un range là, qu'on devrait trouver dans l'industrie plutôt que révéler notre contrat, mais je te dirais entre 5 et 10 en général. Là. Puis je te dirais plus proche de 10 que de 5, dépendamment de comment tu négocies. Compris.
Intéressant. C'est un autre outil, comme j'ai dit, pour les startups, dépendant de leur situation. Peut-être que ça fait plus de sens de faire du equity crowdfunding. Tu sais, puis on approche la fin du show, mais il faut que j'apporte le sujet de Dragon's Den. So là, tu as eu la chance de présenter devant les dragons. Ouais. Écoute, je vais même, si tu me donnes 2 secondes, je vais jouer une petite portion de cet épisode-là, si je peux le trouver. Non, non, non. Oh shit, t'en as des tables. Ouais, ça, c'est rien. Ah ouais, moi aussi, j'abuse, mais justement, avant les appels, je fais du ménage parce qu'à un moment donné, OK. ça prend trop de jus. C'est un peu comme si je te laisse rentrer dans ma maison puis j'ai pas fait Ah de non, non, ménage. Hein? moi, ça me dérange pas. Non, c'est juste la bande passante. Peut-être la connexion est vraiment bonne, là. Mais des fois, je vois comme des problèmes de loading parce que justement, toutes ces pages web-là et ces logiciels-là en ligne, ils prennent la bande passante. J'ai un secret, mon ami. Je vais même te le partager. Je vais partager avec tout le monde, dans le fond. 80% de mes tabs sont désactivées quand je ne les utilise pas pendant 30 minutes. So, c'est dans Chrome, ça? c'est un plugin sur Chrome. Ça Oh, s'appelle The Great Suspender, ici. wow! Si tu mets The Great Suspender, ça va désactiver toutes tes tabs. So, comme ça, tu runs sur comme 2-3 tabs à la fois, puis c'est Wow! hyper utile. Génial! Écoute, mais The Great Suspender, je prends ton truc. Prends ça en note, tout le monde. Donc, écoute, on ne va pas écouter je pense, tout le show, puis j'invite tout le monde à aller voir sur cbc.ca l'épisode à Hard Bacon avec Julien. Mais We have non-voting shares and voting shares. So even our crowdfunding investors sign. ouais, ça lag un peu. Tu vas prendre la partie où ils ont été chiants avec moi. Là. What do you mean crowdfunding investors? How much capital was raised at what prices by who? We raised most of the 1.1 million from equity investors. So I mean, regular people. We have about 900 shareholders. Wow. One of the things you've been talking about that worries me the most is that there is a roadmap for raising capital and building out your business. And there's a structure to that. You've got 900 shareholders, which is crazy for a company doing what you're doing. It's just messy. For a whole bunch of reasons, I'm out. Yeah, absolutely. I made mistakes. I mean, like, we're ready. Pas pour. Je veux pas vraiment juste focuser sur cette partie-là parce que je veux mentionner quelque chose. Ton pitch au début était génial. Je trouve que la façon que tu l'as fait, tu as impliqué les dragons, puis je pense que tu avais vraiment leur attention. Mais ce que je veux souligner, c'est leur réaction négative au fait que tu as fait le Front Funder Campaign. Puis c'est un peu comme on discutait tout à l'heure. C'est comme si c'est pas bien connu, puis il y a comme un genre de stigma par rapport à ça. Puis... Non, c'est nouveau, tu sais. Ils ont jamais. Ces gens-là ont probablement regardé plusieurs cap tables de compagnies privées, puis tu sais, 900 actionnaires, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Tu sais, ultimement, c'est un show de télé aussi. Tu sais, nous autres, on était accompagnés par des avocats, puis on l'a structuré pour accueillir ça, puis pas avoir des enjeux de gouvernance. Parce que c'est sûr que c'était la première. Tu sais, avant même de faire ça, je me suis dit, est-ce que je vais me retrouver avec un gros enjeu où je ne peux plus contrôler la compagnie parce qu'il y a plein de monde qui ont des choses à dire. Mais ultimement, je te dirais que ça reflète quand même, il y a des investisseurs à qui ça fait peur. En général, on n'est pas dans un show télé, fait que je peux prendre le temps de leur donner des explications plates. Ça les rassure, cela dit. Est-ce que ça reste nouveau? Puis au Canada, comme je te dis, en Europe, c'est plus commun. Au Canada, il reste d'avoir des beaux cas de figure. Récemment, il y a une petite compagnie qui s'appelle Very Good Food. Pas Good Food, qui est une autre compagnie cotée en bourse à Montréal, mais Very Good Food, puis qui ont fait un front funder, puis qui ont fait un IPO. Fait que ça, mais tu sais, c'est pas un IPO. Si Very Good Food devenait aussi gros que Good Food, puis que ça devient comme un staple name, selon moi, ça ferait en sorte de dire, ça permettrait d'établir la crédibilité de cette source de financement-là. Ça reste une petite compagnie du TSX Venture qui n'est pas très connu, mais ça va venir. Puis, ultimement, je pense que chaque entrepreneur fait son propre chemin. Donc, ça fait partie justement
chaque personne a son chemin, nous autres, c'est notre chemin. Puis je trouve ça intéressant aussi. On est dans démocratisation des services financiers, mais on est en démocratisation aussi de l'investissement en capital privé. C'est le fun, c'est la mission de Front Funder, mais c'est le fun de travailler avec eux là-dessus. Ah, c'est une très belle mission. Puis vous êtes carrément des pionniers dans ce domaine-là, au moins au Canada. Je sais que tu as dit qu'en Europe, c'est beaucoup plus populaire. J'ai aucune raison de penser que ça ne va pas devenir plus populaire à cause. C'est juste une autre option de trouver du financement. Je sais que plusieurs entrepreneurs canadiens ont le même sentiment que c'est difficile de lever de l'argent de façon traditionnelle. Les investisseurs canadiens sont un peu plus conservateurs, puis ils veulent aller aux US pour faire leur fundraiser à Silicon Valley. Donc, peut-être que ça va gagner en popularité avec le temps. Ça, c'est un autre enjeu, puis c'est clair que souvent, dans beaucoup de rondes, les fondateurs obtiennent des term sheets aux États-Unis, puis là, tu montes un term sheet américain à un investisseur canadien comme « Ah, OK, si eux autres, ils pensent que ça a marché. » Puis c'est là qu'ils font des offres. C'est un peu poche, mais c'est la réalité aussi. Je dis les Canadiens, mais ultimement, tout le monde a les yeux tournés vers la Silicon Valley. Fait que probablement que ce serait la même chose d'un petit investisseur plus régional, mettons à Atlanta, qui verrait un term sheet d'un fonds plus connu à Silicon Valley. Mais là, il ferait comme « Ah, OK. » Puis c'est la réalité de l'investissement. Tout le monde veut pas se tromper puis veut faire comme les autres. Je trouve que le monde serait mieux si les gens prenaient leurs propres décisions, autant au niveau des investisseurs individuels, monsieur, madame, tout le monde, que même des investisseurs institutionnels qui font juste se regarder. C'est qui prend la décision? Si tout le monde limite tout le monde. On reste des singes, je pense que tu as dit au début. On reste des singes, puis c'est quoi le terme en anglais? C'est monkey see, monkey do. Ouais. On copie ce que les autres font, puis je pense qu'on trouve que ça a des risques pour une raison ou une autre. Dernière question. Non, parce que les gens ont plus peur d'avoir l'air stupide. Fait que l'idée, c'est de dire Ouais. Ah, ben, j'ai perdu mon argent, mais dans le fond, il y avait Walmart Venture ou Google Venture. Ouais, si je l'ai perdu avec eux, c'est moins pire. Fait que dans le fond, je ne suis pas stupide, j'ai pris la bonne décision, puis il y avait un risque. Les gens ont plus peur, surtout en investissement, de dire c'était évident que ça ne marcherait pas, puis puis là, il faut que tu t'appropries cet échec-là, puis j'ai une erreur de jugement, ou à l'époque, j'avais des très bonnes raisons de penser que ça marcherait, puis ça n'a pas marché pour telle raison. Mais les gens, c'est vraiment une peur presque irrationnelle de se tromper. Ultimement, en investissement venture, tu vas te tromper dans une majorité des deals, puis tu vas avoir très raison dans une minorité des deals. Mais les gens, justement, ne veulent pas avoir une espèce d'opprobre, donc il est mieux se tromper avec des gens plus gros, plus prestigieux qu'eux. Et voilà. Dernière question. Ouais. Malgré le fait que ton pitch auprès des Dragons n'a peut-être pas été comme tu voulais, est-ce que tu penses que la visibilité que tu as eue sur l'émission a valu la peine au minimum, comme juste l'exposure que vous avez eu, même si vous n'avez pas comme close une deal, puis même il y avait des commentaires négatifs par rapport à ta business, est-ce que ça a valu la peine? Écoute, c'est une bonne question. Moi, je suis content. En fait, je le referai demain matin dans la mesure où, il y avait énormément d'upside. Puis, ultimement, c'était pas d'avoir un deal puis d'avoir l'investissement des Dragons puis de toute façon demander un petit montant qui était plus symbolique. On allait là pour l'exposure. Effectivement, notre exposure aurait valu beaucoup plus si les Dragons avaient été positifs puis on avait eu un deal. Puis, la plupart des deals ne se concrétisent pas. Fait que le but, c'était pas d'avoir l'argent, mais d'avoir une espèce d'approbation à la télé qui dure 7 minutes dans un des shows les plus populaires au Canada. Ça aurait valu beaucoup, beaucoup plus que le fait de passer à la télé, puis à la fin, mais finalement, tout le monde se retire et dit « Ah, c'est pas bon ». Fait que, on aurait eu beaucoup plus de trafic. Cela dit, ça nous a permis de se faire connaître par plus de gens, surtout au Canada anglais. Puis l'autre chose, c'est que, en tant qu'entrepreneur, tu regardes ça, et tu es comme « Ah non, j'aurais aimé… » C'est sûr, c'est jamais le fun de voir des commentaires négatifs ou de voir des gens qui décident de ne pas investir. Mais à la fin de la journée, le branding, ça prend plusieurs contacts avant d'adopter un produit. Fait que la plupart des gens, il y a eu 10, avec tous les entrepreneurs, ils s'en souviennent plus ou moins. Mais le mot, la prochaine fois qu'ils vont à Arbekin, peut-être qu'ils ne se souviennent même pas du segment. Il y a du monde qui s'en souviennent. Oh ouais. Il va y avoir une association. Puis plus que tu entends quelque chose, plus c'est crédible. Honnêtement, c'est sûr que j'aurais aimé mieux
que ça se passe mieux. Ah ouais. Mais je le referais. Puis en plus, c'est une de mes émissions favorites. Puis tu sais, je savais que c'était un des risques. Puis moi, ça me fait rire quand ils sont méchants. Puis je sais que c'est unfair, mais ça me fait rire pareil comme téléspectateur. Même si je trouve que c'est poche pour l'entrepreneur, mais c'est du divertissement. Puis de passer à mon émission, une de mes émissions favorites. Tu sais, moi, j'écoute Shark Tank, puis j'écoute Dragon's Den, puis je l'écoute encore. Puis je suis content d'avoir fait. C'était une des choses que j'avais sur ma bucket list. Fait que, There you go. Donc, ben, cheers d'avoir complété quelque chose sur ta bucket list, ton bucket list. Julien, j'ai aimé notre conversation. C'est sûr que tu nous as appris beaucoup sur cette nouvelle façon de trouver du financement. On a parlé de plein de sujets, politique, économie. Donc, je te remercie pour ta participation aujourd'hui. Puis, merci à toi. au plaisir de te reparler. Au plaisir.